Bonjour Nicolas, Bonjour merci Dominique. d'animer cet après-midi pour nous, pour la deuxième fois, mais cette fois sans écran interposé. Pour commencer, mesdames et messieurs, je voudrais vous inviter à une séance très particulière. On part ensemble au cinéma. Regardez. Nous vivons dans une époque où nos assiettes françaises n'ont plus grand-chose de français. Les scandales sanitaires des années 20 en Europe, puis les mauvaises gestions du parc agricole français délaissé aux investisseurs spéculateurs venus de l'étranger, ont sérieusement entamé la confiance de nos concitoyens. Enfin, le manque d'anticipation du dérèglement climatique a engendré une baisse drastique du rendement des productions sur notre territoire, réduisant à néant notre industrie. En toute logique, la part de produits importés dans nos assiettes n'a alors fait que croître dans les années 30. Malheureusement, ce phénomène n'est pas sans conséquence. L'augmentation des coûts du transport a un impact direct sur les prix en rayon. La souveraineté de la France est mise à mal par notre dépendance alimentaire aux pays d'Asie et d'Amérique centrale. Ces importations forcées nous ont également fait perdre une partie du contrôle de la chaîne de production et avec elle, les informations de ce que nous donnons à manger à nos enfants. Nos rayons de supermarché ont décidément bien changé ces dernières années. Après 15 ans passés en tant qu'ingénieur en intelligence artificielle dans l'industrie alimentaire asiatique, j'ai suivi de près l'évolution de la consommation alimentaire et du marché mondial. Et je peux vous dire que je suis peiné de voir notre gastronomie française, pourtant si réputée, perdre en qualité et paradoxalement devenir de moins en moins abordable. Entouré d'intelligence artificielle à la pointe des connaissances en nutrition, biologie moléculaire et arômes de synthèse, nous avons élaboré un tout nouvel aliment. Ratio. La baisse de qualité nutritive de nos aliments du quotidien, prouvée par de nombreux rapports des institutions, et l'évolution du marché nous ont amenés à consommer plus cher et moins bien. Avec Ratio, nous avons su inverser cette logique délétère. Nos équipes, aidées par une IA à la pointe, ont su optimiser et synthétiser tous les nutriments contenus dans une alimentation saine et équilibrée. De plus, tous nos produits sont véganes et sans gluten. En moins de 4 minutes et pour 4 € par jour, une ration apporte tout ce qu'il faut pour être en pleine forme tout au long de la journée. Et comparé à d'autres plats, le coût des nutriments pour 1 € de ratio est le plus bas du marché. Notre format facilement transportable est idéal pour tout type d'usage. Votre petit déjeuner, avant le sport, le goûter des enfants ou un déjeuner au télétravail. Avec Ratio, nous garantissons une traçabilité et un sérieux dans notre production au sein de notre usine européenne. Concernant son impact environnemental, il est faible. Le poids d'une portion est optimisé et l'impact de son transport jusqu'à nos hangars de stockage dans le nord de la France est réduit au minimum. De plus, nous avons créé toute une gamme de saveurs concentrées afin de retrouver le plaisir des repas d'antan. Ces concentrés vous permettent de créer le plat souhaité en un clin d'œil. Vous versez une goutte sur votre portion de Ratio et vous dégustez un bon poulet rôti, un bœuf bourguignon, une omelette aux champignons ou même une tarte tatin. Stocké et distribué en France, garanti sans aucune carence, Ratio vous amène le meilleur de notre gastronomie française dans votre assiette et ce, à petit prix. Qu'attendez-vous pour rejoindre la communauté Ratio ? On a choisi ce scénario du pire en se projetant en 2042 et évidemment pour vous dire que ce n'est pas celui que nous souhaitons et c'est pour ça que nous voulons traiter ce sujet. Serge, vous êtes docteur en agroclimatologie chez ITK. Le changement climatique, ce n'est pas la fin de l'agriculture en France. C'est une évolution qui est nécessaire du milieu agricole, c'est une évolution de la production, c'est une évolution de la consommation également. Mais ce n'est pas la fin de l'agriculture en France. Mesdames et messieurs, ils ont également accepté votre invitation pour continuer à parler des moyens à mettre en œuvre pour la réindustrialisation. Merci d'accueillir sur ce plateau Frédéric Dabi, Anaïs Voigilis, Benoît Bonnemé et Nicolas Hazard. Ils viennent me rejoindre. Applaudissez-les, s'il vous plaît. Ils arrivent sur ce plateau. Avant de vous laisser la parole, permettez-moi, protocole oblige, de vous présenter le message que votre ministre, Roland Lescure, ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie. C'est pas simple, on va leur demander de simplifier. Monsieur le ministre a tenu à vous adresser un message. Le voici. Bonjour à toutes
et à tous. Monsieur le Président de la coopération agricole, cher Dominique Chargé, cher Nicolas Dufourcq, chers amis, je tiens tout d'abord à féliciter chaleureusement la coopération agricole pour l'organisation de ce congrès. Je regrette de ne pas pouvoir être là aujourd'hui en présentiel, mais il me semblait important de pouvoir m'adresser à vous, même à distance. Les coopératives agricoles sont des acteurs incontournables de l'économie française. Sur tous les marchés agroalimentaires, vous poursuivez le même objectif: valoriser les associés coopérateurs et défendre la qualité des produits. En outre, elles savent à la fois savoir d'où elles viennent, s'ancrer dans le passé, dans l'histoire, dans la tradition de l'agriculture française, et se projeter, la projeter vers l'avenir, à un moment où, vous en conviendrez, les défis ne manquent pas. C'est pourquoi la table ronde que j'ai l'honneur d'ouvrir, et à laquelle notamment Nicolas va participer, est particulièrement pertinente. L'industrie alimentaire du futur, c'est maintenant. Dans le contexte de crise, cet objectif est de premier ordre. Une industrie agroalimentaire solide est un élément central de notre souveraineté. Les industries agroalimentaires, qu'elles soient des très petites entreprises, des petites, des moyennes entreprises, des entreprises de taille intermédiaire ou qu'elles soient parmi les grands champions français, font face à de sérieuses difficultés. Depuis plusieurs années déjà, la compétitivité, les parts de marché à l'export sont en baisse. À ces difficultés de fond s'ajoutent aujourd'hui des difficultés conjoncturelles, notamment la hausse des prix de l'énergie et de la matière première agricole, comme le souligne un récent rapport de l'Inspection générale des finances. Je tiens ici clairement à réitérer mon soutien à toute la filière. Le dispositif d'aide aux entreprises qui subissent une forte hausse des prix de l'énergie est ouvert évidemment à l'industrie agroalimentaire. N'hésitez pas à utiliser le simulateur en ligne et à vous tourner vers les représentants de l'État dans les régions, les représentants des finances publiques sur votre territoire si vous rencontrez des difficultés. Mais je sais que le choc énergétique vient s'ajouter à un contexte difficile pour votre industrie. C'est pourquoi nous travaillons actuellement avec Marc Fesneau, dont je sais qu'il va conclure votre journée aujourd'hui, à élaborer des mesures pour vous aider, pour aider les industries agroalimentaires, pour vous aider à vous transformer et à gagner en puissance. Nous le savons, l'enjeu est de garantir la pérennité de la filière. Il en va de la souveraineté agricole de notre pays. Il en va aussi de notre capacité collective à retrouver un esprit de conquête. Je ne veux pas me résoudre au fait que la balance extérieure agricole soit en déclin inéluctable depuis de nombreuses années et seulement, c'est déjà ça, vous me direz, portée positivement par le secteur des vins et des spiritueux. Et pour retrouver cet esprit de conquête, nous devons aussi renforcer l'ensemble de la filière. Les pistes que vous avez présentées hier lors d'une conférence de presse et qui seront, j'ai bien compris, précisées et publiées en janvier, permettront d'alimenter notre réflexion. Ces pistes rejoignent mes 3 priorités: la décarbonation, les territoires et les talents et la formation. La décarbonation tout d'abord, cela a été rappelé aujourd'hui, l'agriculture et les industries agroalimentaires représentent plus de 21% des émissions de gaz à effet de serre. En investissant massivement dans la décarbonation, dans l'économie circulaire, vous souhaitez faire de la France la référence européenne en la matière. Et moi je vous dis, banco. Un des leviers consiste, je pense, en la diversification de vos activités pour produire votre propre énergie. Venons-en à la formation, qui est le 2e pilier de ma feuille de route. Les industries agroalimentaires manquent de collaborateurs et de collaboratrices, c'est important. Il faut moderniser ces industries, les ouvrir davantage aux jeunes, notamment via l'apprentissage. Je sais que vous en êtes également convaincus. Enfin, 3e pilier de ma feuille de route, nous terminons par les territoires. Les coopératives sont par nature, par essence, non délocalisables et présentes partout en France. Créer des emplois dans nos territoires, revaloriser l'image de l'industrie agroalimentaire dans l'opinion publique. Nous devons tous y œuvrer. Je crois que ce congrès y contribue utilement. En conclusion, tout, absolument tout, doit être mis en œuvre pour assurer à la fois la pérennité de la filière alimentaire et la décarbonation de nos modes de production. Ce double objectif ne sera réalisable qu'avec la participation de toutes et tous les acteurs de la filière. En coordonnant
et en proposant des solutions concrètes et innovantes pour l'agriculture de demain, le rôle des coopératives agricoles est central et déterminant. C'est avec vous que nous bâtirons une alimentation saine et durable partout en France. Un grand merci pour vos réflexions et pour les actions que vous menez au quotidien. Je sais pouvoir compter sur vous pour une filière industrielle durable et de qualité, et je vous souhaite une bonne table ronde. À bientôt. Frédéric, c'est quoi ce sujet de réindustrialisation? Ça fait longtemps qu'on vous en parle dans votre institut, que vous menez des études sur ce sujet, ou c'est tout nouveau, tout moderne? On voit très bien que quand on interroge les Français sur l'enjeu majeur pour le secteur agroalimentaire, il y a bien sûr en premier le gaspillage, on est dans cette période de sobriété tous azimuts, mais vient après la question de la relocalisation, du manger local, et donc c'est quelque chose qui est maintenant, qui n'est pas au cœur du cœur des préoccupations des Français. Quand on regarde une question très simple de code d'image de différents secteurs économiques, le secteur agroalimentaire arrive en bas de tableau, un peu devant le secteur bancaire et le secteur énergétique. Et surtout, ce qui me frappe, c'est qu'il y a 30 points d'écart, 46 d'un côté, 76 de l'autre, avec le secteur de l'agriculture. Il y a une image, si je puis dire, Amélie Poulinesque de l'agriculture. Quand on propose des traits d'image associés à ce secteur, il y a 3 dimensions qui sortent, qui sont absolument centrales. La proximité, pour 80%, c'est un secteur qui fait partie du quotidien des Français. La dimension locale, on en venait, Nicolas, avec votre première question, l'idée que c'est essentiel à la vie locale et que c'est essentiel à la vie des régions et des territoires, c'est quand même un thème qui va bien au-delà du secteur agroalimentaire. Et troisième dimension, la création d'emplois, c'est un secteur qui crée des emplois. Les coopératives et les coopératives agricoles, elles font partie de cette grande famille de l'économie sociale et solidaire qui représente aujourd'hui à peu près 10% du PIB et 10% des emplois en France. Toute l'industrie, pas que l'industrie agroalimentaire, doit se transformer. La première chose, ça va être une transformation pour aller vers une industrie qui sera décarbonée, inscrite dans l'économie circulaire et surtout qui a recours à des matières plutôt biosourcées. Et ça sous-entend un investissement dans la décarbonation, dont le ministre a parlé, qui est extrêmement intensif en termes de CAPEX, surtout pour les électro-intensifs, qui sous-entend donc d'avoir une visibilité sur le prix de l'électricité et, accessoirement, accès à de l'électricité, c'est-à-dire il ne suffit pas de produire à bas coût, il faut avoir une production suffisante répondant à l'électrification des usages et des procédés. La deuxième chose, c'est le passage d'une approche plutôt en économie linéaire vers une économie circulaire, c'est-à-dire comment est-ce que les déchets peuvent soit devenir des coproduits, soit avoir d'autres utilisations dans d'autres industries ou vers la méthanisation. Et la troisième chose, c'est une condition, c'est de se prémunir d'éventuels effets de dumping social, fiscal ou environnemental, intra- et extra-européen, c'est-à-dire que si on se décarbone et donc on investit dans ce sens-là et que les autres ne le font pas, on risque de se retrouver plus pénalisé. Il y a 3 autres choses, c'est que l'industrie de demain, elle doit être connectée et agile. Donc comment est-ce qu'on fait pénétrer les briques technologiques de l'industrie du futur dans les sites industriels pour avoir une production plus agile, pour s'adapter à une évolution de la demande qui est à la fois volatile et puis qui a des exigences en termes de personnalisation. Finalement, chacun voudra avoir un produit qui répond à sa demande spécifique. Donc il y a aussi tout un travail sur les habitudes de consommation. Troisième chose, c'est la capacité à faire le lien entre l'amont et l'aval. On a une chance en réunissant les coopératives, c'est qu'on a des gens qui sont déjà proches par leur modèle, mais on doit bien penser à ne pas déconnecter l'industrie agroalimentaire de l'agriculture. Et comment est-ce que les deux se nourrissent et comment on arrive à améliorer la planification de la demande sur l'agriculture, parce que ça influence ce qu'on produit dans les sites agroalimentaires et ce qu'on délivre ensuite. Et le dernier levier, qui n'est pas les moindres, c'est comment on garantit une industrie qui est à la fois compétitive, parce qu'aujourd'hui, on reste dans un environnement mondialisé, avec une concurrence mondiale, même sur l'agroalimentaire. Donc, c'est un véritable enjeu, qui soit attractive. On a parlé des sujets d'attractivité et je pense qu'on reviendra dessus. Et puis, surtout, ancrée dans les territoires et donc
acceptable et désirable. Réindustrialiser, c'est aussi redonner l'habitude d'avoir des industries dans les territoires et surtout que les gens connaissent l'industrie, que ce ne soit pas juste un bâtiment en périphérie d'une ville, mais un élément de la cité, comme d'autres activités le sont. Non seulement ça crée des emplois, ça permet de trouver les solutions aux grandes problématiques auxquelles on est confronté, les problématiques notamment environnementales. C'est pas sur les toits de Paris qu'on va créer l'énergie de demain, hein, très clairement, même si c'est sympathique. Il y a des potagers urbains, c'est super, mais c'est pas là où on va nourrir l'ensemble de la population et c'est pas comme ça qu'on va chauffer et donner de l'électricité à toute la France. Donc clairement, là, on a besoin de ces territoires-là et donc on voit que ce sont eux les acteurs qui répondent et qui permettent de résoudre ces grandes problématiques. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est de voir qu'il y a une vraie nouvelle génération aussi qui a envie de faire ça, qui a envie de se développer. Il y a un vrai sens à pouvoir travailler dans ces domaines-là, dans la méthanisation, la création d'énergie, dans tout ce qui existe. En fait, il ne faut pas opposer modernisation et décarbonisation. Surtout pas. Décarbonation et même numérique. En fait, c'est 3 enjeux pour l'industrie. Et en général, quand on va chercher à décarboner, eh bien, on va remplacer des outils industriels existants et donc on va moderniser. Après, la modernisation, c'est à la fois de l'investissement dans le parc machine. Comment est-ce qu'on a des machines qui vont être plus performantes en termes de productivité et donc qui vont être aussi capables de répondre à l'évolution de la demande dont je vous parlais. Mais c'est aussi comment est-ce qu'on fait pénétrer toutes ces briques technologiques, donc les exosquelettes, la data, l'impression 3D, la réalité augmentée dans les usines pour essayer d'améliorer la productivité, mais aussi la qualité de vie au travail. Une nouvelle technologie, robotisation, la data, c'est évidemment des leviers de transformation, d'innovation qui sont majeurs pour l'agroalimentaire, mais qui sont majeurs pour beaucoup de secteurs en fin de compte. Ils sont aussi majeurs pour l'agriculture plus en amont. Et comme d'autres, la génétique, les processus biologiques, il y a énormément de leviers d'innovation qu'il nous faut activer sur l'ensemble de la chaîne agroalimentaire. L'industrie du futur, elle sera foncièrement humaine. Donc il nous faut beaucoup de compétences pour pouvoir faire atterrir ces briques d'innovation dans les entreprises. Je m'explique, on parle de la robotisation et je ne fais pas un effet de manche pour opposer robots et hommes, c'est pas mon sujet. Mais si on veut robotiser des entreprises, il va bien falloir concevoir, ce que je dis évident, il va bien falloir mettre en œuvre, il va falloir piloter, il va falloir faire la maintenance. Et donc pour qu'on fasse rentrer la robotisation, si c'est ça le sujet, il va nous falloir des gens et il va nous falloir des compétences. Il va falloir l'adapter, la travailler localement, faire des partenariats locaux et donc il va nous falloir encore des compétences. On va plus regarder la question de la rétribution du travail. Est-ce que je suis récompensé à ma juste mesure? Et dans l'enquête sur les traits d'image associés au secteur agroalimentaire, c'est sur la question des salaires que les jugements soient les moins favorables. Bien sûr, c'est pas propre au secteur agroalimentaire. Tous les secteurs sont touchés. Ça change complètement la donne, avec en plus, surplomb, cette valeur travail qui a complètement changé, qui a perdu de sa centralité. Il y a 2 chiffres de l'IFOP pour la Fondation Jean Jaurès qui ont fait beaucoup de bruit, modestement, qui ont été très vus cet automne. Une question qui a été posée en 1990, est-ce que le travail est quelque chose de très important pour vous? Le très important atteint 60%. En 2022, on est à 22%, 38 points de moins. Ça ne veut pas dire que la valeur travail a disparu. Ce fameux droit à la paresse est complètement, n'est pas, très représentatif même du discours des jeunes. C'est plutôt avoir du temps, pouvoir se positionner, avoir un travail qui a du sens, avoir, un travail instagrammable que l'on peut raconter, qui peut s'inscrire dans un récit. Oui. Et donc, dans ce cadre-là, les métiers du secteur agroalimentaire, ce sont des métiers souvent difficiles. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas être attractifs, mais ils doivent s'inscrire dans ce récit et dans ce contexte où dans la jeunesse, il y a cette idée que le travail doit d'abord avoir un sens, même si bien sûr la rémunération, j'en parlais précédemment, compte énormément. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse sur l'étude, il y a une question qui est également parallèle de l'attractivité, c'est l'acceptabilité. Est-ce qu'on souhaite avoir près de chez soi, dans son quartier, une usine agroalimentaire? On connaît le pas dans mon jardin, je ne vais pas le dire en anglais. Et on a reposé une question posée il y a 10 ans. On a désormais une courte majorité, mais je trouve que le chiffre est quand même fort, 54% des Français interrogés qui ne verraient pas d'inconvénient à avoir une usine de l'agroalimentaire dans leur ville, dans leur village. Ce n'est pas du tout ce qu'on avait il y a une dizaine d'années, parce que je pense que cette réindustrialisation, c'est aussi un antidote extraordinaire au déclin. Oui. Au déclin. Il y a
un an, il y avait un candidat dont je ne citerai pas le nom, qui a eu des sondages très très élevés. On a un peu évacué son histoire, mais il a prospéré sur cette question du déclin français. Et réindustrialiser, avoir du paracétamol sur les chaînes de production, avoir une agriculture, une chaîne agroalimentaire intégrée française, c'est un levier puissant de cette arme anti-déclin. Je donne toujours l'exemple, vous pouvez traverser des dizaines de zones industrielles, vous passez à côté de choses qui ressemblent à des entrepôts, parce que finalement aujourd'hui, différencier une usine d'un entrepôt logistique, c'est pas toujours évident, et vous ne savez pas ce qui se cache derrière les murs. À part si vous voyez un grand nom qui est présent dans l'imaginaire collectif, comme on peut l'avoir de certaines marques de l'agroalimentaire ou dans d'autres secteurs industriels, vous ne savez pas ce que c'est. Et vous pouvez habiter à proximité d'une usine et ne pas savoir ce qui s'y passe, ne pas savoir les métiers, ne pas savoir les activités. Et donc, un des enjeux pour l'industrie, c'est de se réouvrir au public. C'est un double enjeu, à la fois pour faire accepter parfois les transformations, c'est-à-dire créer le dialogue avec la communauté dans laquelle on est, et puis montrer les carrières qu'on peut faire dans l'industrie. Parce qu'on dit l'industrie, c'est pénible, c'est compliqué. Oui, il y a des métiers pénibles, mais des métiers pénibles, il y en a partout. Ce n'est pas réservé à l'industrie. Je ne suis pas convaincue que travailler dans certaines activités de service soit plus valorisant. Je ne suis pas convaincue que quand vous soyez vous travaillez pour des entreprises de livraison à domicile de nourriture, que ce soit un métier avec plus de sens que de travailler dans l'industrie. Donc il faut aussi casser ces mythes qu'on a créés autour de l'industrie et montrer qu'il y a des carrières à faire dans l'industrie, que l'industrie, historiquement, même si ça tend à évoluer avec la robotisation, est un levier d'ascension sociale. Vous pouvez rentrer dans une industrie peu diplômée et progresser dans la hiérarchie. C'est pas dans le métier des services, il y a une mini-représentation de la société finalement à travers l'industrie. Et après, il y a d'autres choses qui peuvent être faites, c'est comment les entreprises coopèrent ensemble sur du recrutement, sur de la formation. Comment est-ce qu'on va vers ces pairs pour mettre en place ces schémas, et ça se fait à travers, par exemple, des groupements d'employeurs. Il y a comment les pouvoirs publics s'emparent de la question du recrutement sur ce sujet, recrutement justement, mais aussi ce sujet, le territoire comme territoire d'accueil, comment est-ce qu'on accueille des familles qui viennent, comment est-ce qu'on crée les infrastructures et toute la vie économique et culturelle qui peut être un sujet d'attractivité. Et puis, le dernier enjeu, c'est finalement qu'est-ce que les entreprises font aussi en termes de marque employeur. Le meilleur ambassadeur d'une entreprise, ça reste un salarié. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a fait circuler il n'y a pas très longtemps un texte sur, je crois que c'était sur LinkedIn ou Twitter, ça a peu d'importance, un candidat a refusé de venir dans une entreprise parce que ses notes étaient mauvaises. Comme quoi toujours. Les réseaux sociaux sont un levier de communication à la fois en termes d'alimentation, de valorisation de vos produits, mais aussi en termes de valorisation de votre marque. Et donc l'enjeu de la marque employeur, même si ça fait un terme un peu marketing, va devenir central dans les années à venir. On n'arrive pas à recruter assez de gens pour vous fournir, si je puis parler comme ça, des personnalités, des talents. Il faut désinvisibiliser les usines. Il faut les rendre visibles pour notamment casser les stéréotypes qui leur sont associés. Dans notre enquête IFOP pour la coopération agricole, on a posé une question ouverte, on n'a pas suggéré de réponse auprès des Français qui n'accepteraient pas de voir dans leur quartier ou dans leur ville des usines ou des sites industriels. On n'est pas au 19e siècle, mais presque. Il y a toujours cette idée de pollution, de nuisance, de crainte sur la santé. Plus on ouvre, plus on rend l'usine visible, plus on la rend désirable, et plus ce que vous disiez, monsieur, sur les problèmes d'attractivité du côté de la jeunesse pourront, bien sûr, pas être réduits complètement, mais pourront être, je dirais, un petit peu améliorés. Et puis, bien sûr, quand vous avez parlé du Made in France, dans l'enquête, on a fait travailler sur la connotation de mots aimés ou rejetés par les Français. Sans surprise, le Made in France arrive complètement en tête avec quasiment du 91%. Et quand on a travaillé par le passé avec la coopération agricole sur les critères d'achat, le Made in France qui était avant quelque chose qui relevait du luxe, la question du prix était pourtant une question centrale. Et bien même dans ce contexte de tension jamais vu sur le pouvoir d'achat, le prix est relégué et le Made in France est très fortement valorisé. Merci de nous le rappeler ici. Le financement, vous le disiez, sujet essentiel. On a demandé à un spécialiste en la matière de répondre à cela. C'est Nicolas Dufourcq qui en parle tout de suite, directeur général de BPI France, le bras armé de l'État pour le financement des entreprises et des collectivités. Il nous en dit quelques mots, écoutez-le. L'industrie agroalimentaire est une priorité dans l'économie française, donc dans les choix de BPI France, bien entendu.
Je ne sais pas si les auditeurs savent que BPI France, en 2021, a soutenu 4100 entreprises du secteur agroalimentaire. 4100. Donc c'est tout à fait considérable pour un total de 1,7 milliard d'euros. Et s'agissant du financement à proprement parler de l'innovation, 2021 aura été une très très belle année puisque on aura fait 200 millions d'euros d'aide à l'innovation subventionnelle aux entreprises qui sont en train de réinventer l'agroalimentaire française. Tout simplement, il faut que l'écosystème soit beaucoup plus irrigué, connecté. C'est un écosystème compliqué, il faut se le dire. Et notamment pour les startups, l'accès au monde complexe de l'agriculture française, certes concentré par les coopératives, mais tout de même, est difficile. Et donc ça, il faut absolument qu'on arrive à le simplifier. Pour le reste, la puissance publique va faire encore un très très gros effort, hein, puisque on va, sur les 5 ans qui viennent, à partir de 2022, déployer 525 millions d'euros de subventions pour la modernisation par l'innovation, parfois de rupture, de l'agriculture et de l'agroalimentaire française. Et en plus de ça, France Agrimaire, à partir de 2023, va déployer un guichet permettant aux agriculteurs français de venir obtenir des subventions pour acheter des matériels innovants qui vont transformer leurs exploitations. Et c'est un guichet qui n'est pas faible, puisqu'on parle de 400 millions d'euros, hein, donc sur une liste d'équipements qui sera établie à partir du début 2023. La France est championne de l'innovation dans les agritech. On n'est pas numéro 1, on aimerait bien être numéro 1 en Europe, on est numéro 3. Donc je pense qu'on pourrait essayer de viser d'être au moins numéro 2. BPI France, en tout cas, s'y emploie et soutient massivement les startups de l'innovation agroalimentaire. Alors, il ne faut pas se cacher qu'il y a ensuite des vents contraires, typiquement dans le biocontrôle. Dans le biocontrôle, nous finançons quantité de startups. Mais il est vrai qu'en France, les autorisations sont extrêmement lentes par rapport à ce que peuvent octroyer d'autres pays qui sont nos concurrents, même si ce sont nos amis, et je pense en particulier au Canada. En France, aujourd'hui, une entreprise de biocontrôle, elle doit attendre 2029 pour avoir ses autorisations au Canada. 2023 suffira, hein, sans parler des subventions disponibles et du prix de l'électricité qui est extrêmement favorable dans ces pays. Donc nous devons travailler sur ces vents contraires. Ce n'est pas le tout de financer des start-up qui émergent un peu partout. Si c'est pour qu'elles soient vendues à des étrangers ou qu'elles ouvrent leurs usines à l'étranger, collectivement, on sera insatisfait. Donc ceci est un point d'amélioration très certain. En revanche, dans la robotique agroalimentaire, on finance des très belles boîtes comme Nayo en particulier, comme Vitrovert, et ça, tout un écosystème de robotique agricole peut trouver son essor en France, et nous nous y employons. On est ravis de vous avoir. En fait, on avait envie de vous entendre et de nous apporter aussi cette énergie, cet espoir aussi sur ce que vous menez comme travaux les uns et les autres. Et notamment, vous travaillez sur les sujets qui concernent tout le monde. L'envie, c'est quoi? C'est de vous présenter ceux qui font bouger les lignes, qui nous parlent un peu de ce qu'ils font, et surtout que ce soir, à l'issue de cette séquence, vous puissiez aller leur parler. Souvent, les start-upers sont timides, alors de grâce, vous allez les voir vous leur donnez vos cartes de visite, et de toute façon, ils vont nous piquer la place demain. Donc autant la préparer maintenant, et se dire qu'on peut avancer ensemble, main dans la main, et peut-être travailler ensemble sur des jolis projets. Je vais laisser la parole, parce qu'ils ont 1 minute 30 environ, 2 minutes, c'est ça? J'allais vous voler 30 secondes. Debout sur la scène, je vais laisser la parole d'abord. Non, je vais commencer par Michael de Toupy Organics. C'est bien ça, Michael? C'est exactement ça. Formidable. Voulez-vous mettre sous la lumière? Vous allez voir, ils sont sympas, ils vont même vous encourager. C'est parti. Eh bien, bonsoir à tous. Donc, Michael, de la société Toupy Organics. En fait, je ne vais pas vraiment parler de ce que je fais parce que j'ai qu'1 minute. Je vais essayer de vous faire retenir juste une notion qui me paraît super importante dans le cadre de tout ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire décarbonation, souveraineté alimentaire, etc. C'est un sujet qui est un peu rigolo, pipi caca. En gros, on s'occupe du recyclage de l'urine humaine. Et pour une très simple raison, c'est qu'en fait,
je ne vais pas vous apprendre qu'on a besoin d'engrais dans les champs. Aujourd'hui, on a des taux d'efficience des engrais qui sont extrêmement faibles. C'est-à-dire, si je prends l'exemple d'un ammonitrate, quand on met 1 tonne dans le champ, en fait, il n'y a que 300 kg qui va arriver dans la plante, le reste part dans l'environnement. Et sur tout ce qui est rentré dans la plante, in fine, on va retrouver 70% de tout ça dans les urines humaines. Donc en fait, si on veut arriver à décarboner, on va dire, nos intrants, ça va passer par le recyclage de l'urine humaine. Ça fait consensus scientifique à échelle mondiale, il n'y a pas photo. Le blocage jusqu'à présent, c'était la viabilité économique du recyclage des urines, parce que c'est beaucoup d'eau, les urines. Et en fait, c'est là qu'on a développé un autre procédé qui est en fait d'utiliser l'urine humaine comme un milieu de culture pour faire pousser des bactéries d'intérêt agricole, donc pour faire des biostimulants et des produits de biocontrôle. Et donc on vient réadresser le sujet de base qui est le taux d'efficience de ces nutriments. Donc voilà, il faut récolter ces nutriments, circulariser, et ça devrait être faisable. Merci. Merci beaucoup. Michael. Où l'on découvre que les pubs irlandais et allemands vont sauver le monde, évidemment, grâce à cela. Alexandre de BEFC qui vient témoigner, qui n'est pas Alexandre, donc qui est Elliot, c'est ça? Elliot, exactement. Très très bien. Elliot, régalez-vous. Il vous encourage, il vous applaudit. Elliot, c'est à vous. Merci beaucoup. Ceci, mesdames et messieurs, est une pile en papier. Wow. Ah. Bonjour à tous, je m'appelle Elliot Aubert et à BFC, on fait des piles en papier. On fait de l'électricité à partir d'enzymes et de papier. Pour remettre un peu de contexte, aujourd'hui, dans le monde, on est entouré par des objets connectés qui sont pour la plupart alimentés par des batteries miniatures. Le gros problème de ces batteries, c'est qu'elles sont souvent complexes, chères et non écologiques à recycler. Et de ce fait, c'est 15 milliards de ces piles qui finissent en décharge ou qui sont incinérées dans le monde chaque année. Pour pallier à ce problème, nous, à BFC, on a créé justement une pile organique, sans métaux, sans plastique, mais surtout compostable. Mais comment ça marche? Tout simplement, on s'est inspiré de la nature. Nous utilisons des enzymes pour convertir le glucose et l'oxygène en électricité. Aujourd'hui, nous avons 9 clients qui sont dans la logistique et le packaging, qui sont des leaders mondiaux et qui nous demandent des centaines de millions d'unités pour les années à venir. Nous avons été créés il y a 2 ans. On a été 5 au début. Aujourd'hui, on est 50 et on ne compte pas s'arrêter là. Nos applications vont être, du coup, comme je le disais, dans la logistique. On peut pouvoir faire, par exemple, du tracking de température pour le suivi alimentaire, et ce, sans utiliser de pile-bouton. Si je suis là aujourd'hui, c'est avec vous, c'est pour trouver les applications de demain pour un monde plus durable. Et je vais finir par le petit slogan « Together, power the future with nature ». Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ilan, vous allez les voir tout à l'heure au Café du Futur en sortant, vraiment aller échanger et aller voir comment vous pourriez travailler ensemble. Ilan, que l'on encourage, qui représente Connecting Food. Bonjour Ilan. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'applaudir au début, j'espère que vous applaudirez à la fin. Très rapidement, moi je suis Ilan Mézières, donc je suis le directeur commercial de Connecting Food. Connecting Food, on est une société qui fait un outil de gestion des supply chains. Donc on agit à différents niveaux sur la supply chain. On est là pour vous apporter de la visibilité sur tout ce qui peut se passer sur les chaînes alimentaires du jour. Une des questions à laquelle on répond, c'est est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'identifier un lot qui aurait un problème en quelques minutes? C'est la réponse à laquelle on a essayé de répondre depuis des années. Et je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour vous annoncer ce qu'on fait depuis quelques semaines avec nos clients, l'arrivée de notre nouvelle technologie qui est basée sur 2 principes, la blockchain qu'on utilisait déjà, mais un nouveau concept dans l'agroalimentaire qui sont les jumeaux digitaux. On est la première société au monde à proposer cette approche, et cette approche-là nous permet notamment de vous aider à digitaliser vos cahiers des charges, à vous assurer que ce qui arrive chez vous corresponde exactement à vos demandes. De la même manière, on va vous aider à digitaliser toute cette donnée, à automatiser un maximum tous ces flux de données, parce que votre métier a une vraie valeur, c'est ce qu'on a entendu aujourd'hui, vous avez un savoir-faire, et on est aussi là pour vous aider à montrer ce savoir-faire, aussi bien à vos clients B2B qu'à vos clients B2C, via l'application de QR code encapsulée dans une blockchain pour prouver que la donnée que vous présentez est fiable. Et là, il me reste 4 secondes, et c'est à ce moment-là que vous applaudissez normalement. Merci beaucoup. C'est très fort. Et voici Tanguy de Zalgue que vous applaudissez. Tanguy de Zalgue.
On va rester dans le même thème que la journée, hein, du champ à l'assiette, mais moi je vais rajouter un mot, du champ d'algues à l'assiette. En fait, chez Algues, notre ambition, c'est de participer à la démocratisation des algues dans notre alimentation, des macro-algues. On parle de nouvelles voies d'alimentation, de ressources durables, et les algues sont une de ces réponses à ces problématiques. Hein. Juste quelques éléments, hein. Les algues, pour pousser, n'ont pas besoin de terre arable, d'eau douce ou d'intrants extérieurs. Et nous, notre objectif, c'est de les pousser dans les assiettes des Français. Mais en fait, on se rend compte qu'assez naturellement, les algues souffrent de freins à la consommation. Les freins à la consommation, ils sont multiples. Déjà, on a peur du goût, on a peur de la texture, on a cette image au bord de la plage un peu gluant autour des algues. Et surtout, on ne sait pas les travailler et les cuisiner dans notre cuisine. Il n'y a pas de bœuf bourguignon dans notre culture culinaire à base d'algues ou de blanquette de veau à base de wakame. Et nous, notre parti pris chez Algues a été de travailler sur ces freins à la consommation en proposant de nouveaux produits pratiques à cuisiner, gourmands. Vous voyez, là, notre premier produit sont des dés d'algues à poêler. Donc, c'est des algues qu'on vient poêler et qu'on vient positionner comme un légume dans les assiettes. Et pour démocratiser un produit et une ressource, ça ne suffit pas. Notre objectif est surtout de travailler, on travaille auprès des chefs, des restaurateurs qui vont être les prescripteurs de nos produits, qui vont proposer en fait ces produits dans vos assiettes pour vous les insérer au fur et à mesure dans votre alimentation. Et surtout, Algues s'inscrit dans une dynamique nouvelle de création d'une filière alimentaire, agricole on pourrait dire, du champ d'algues à l'assiette. Merci. Bravo. Ils étaient vos invités, applaudissez-les s'il vous plaît. Merci messieurs, on vous raccompagne. La coopération agricole a aussi ce talent de savoir bien terminer sur une utopie beaucoup plus rassembleuse et beaucoup plus chaleureuse pour tout le monde. Voici le film que l'on vous propose pour clore cet événement, regardez. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose dont on nous envie souvent à l'étranger, c'est notre gastronomie française. Et oui, c'est quand même une chance de pouvoir manger autant de bonnes choses sans devoir vider son wallet. C'est sûr. Et justement, s'il y a un truc bien français, c'est le pain. Alors pour faire du bon pain, il faut forcément de la bonne farine. Et en France, on produit 40 millions de tonnes de blé tendre. Ah oui, ça a l'air de faire beaucoup. 152 millions de baguettes, 28 millions de croissants, 32 millions de pains aux chocolatines ou encore 634 000 noix. Attends, comment tu connais mon poids? Analyse spectrophotométrique du carbone La balance connectée. Oui, bon, c'est une bonne entrée en matière pour parler du métier de data analyst. Assisté par des intelligences artificielles. Et oui, la transition pour éviter une chute du rendement n'aurait pu se faire sans les IA, qui ont permis l'optimisation du cultivar en fonction des conditions d'hygrométrie, d'ensoleillement, tout en accompagnant la réduction de pesticides. Et sans oublier les data analysts qui exploitent les données pour créer de nouveaux modèles plus résilients. Bref, la symbiose entre l'homme et la machine, c'est un peu la permaculture des esprits. Bref, data analyst, c'est la tendance. Quand j'ai fait mes études il y a 4-5 ans en agro, la filière data était déjà très demandée. Et aujourd'hui, les formations en ligne explosent. Plus 38% d'inscriptions en 5 ans, en effet. Et ça, regarde. Un chou? Exact. En Bretagne, on a la plus grosse ferme robotique de choux. Et ici, on produit presque autant de choux qu'il y a 10 ans sur une surface 2 fois plus petite. Grâce à l'intelligence artificielle et aux data analysts. Pour le même volume de production, la surface est divisée par 2. Ça, c'est de l'optimisation. Et tout ce terrain gagné permet à certains producteurs de se diversifier. Par exemple, j'ai un ami dans le Finistère qui a commencé à cultiver du chanvre sur ses parcelles de choux. Puis avec ses partenaires régionaux, ils en font un super isolant pour les logements. Le chanvre, isolant naturel, sain, pratique à manipuler, mais ça nous éloigne de vos assiettes. Heureusement qu'il y a des data analysts.
épaulés par des IA pour optimiser la gestion de l'eau, des écosystèmes, conserver une bonne qualité nutritive des aliments et que nos producteurs rivalisent d'ingéniosité pour réduire leur bilan carbone, tout en conservant des bons rendements avec des prix toujours abordables. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode et merci au sponsor de la vidéo, l'école de formation online Terreau. Je vous invite à aller sur leur site pour découvrir tous les métiers passionnants de l'agro. Prenez soin de vous, à bientôt. Au revoir. J'en appelle à aller plus loin, à partager une ambition pour une nouvelle France alimentaire, forte et fière de ses filières, de ses produits, de sa capacité à remplir une fonction vitale, celle de nourrir les Français, nourrir les hommes et les femmes au-delà de nos frontières. Monsieur le ministre, je vous propose un nouveau pacte social pour une souveraineté alimentaire avec tous les acteurs de la chaîne, avec l'ensemble de la société et avec les pouvoirs publics. Ce pacte, c'est une union, c'est même une réconciliation où chacun de nous va devoir prendre sa part. Parce que nous avons besoin de converger et de réinventer les interactions entre nous afin de mieux vivre ensemble. Parce que nous avons besoin de sortir de nos antagonismes, de la guerre des prix destructrice de valeur depuis trop longtemps. Le pouvoir réglementaire ne peut pas tout, il ne remplacera jamais le besoin de responsabilisation des acteurs. Mais, Monsieur le Ministre, je vous remercie bien sûr pour votre soutien et votre accompagnement pour favoriser l'écoute, objectiver la situation économique dans les relations commerciales. Mais quand l'appel à la responsabilisation ne fonctionne pas, quand ça ne suffit pas, il nous faut bien trouver des solutions pour prendre en compte nos coûts et en particulier nos coûts industriels dans les tarifs. Dans une situation inflationniste comme celle que nous vivons depuis plusieurs mois, cette prise en compte devient tout simplement vitale pour notre secteur et pour nos entreprises. La question du prix de l'alimentation est ici saillante. Nous entendons bien sûr l'impérieuse nécessité de préserver le pouvoir d'achat des Français, d'autant plus avec l'inflation actuelle. Mais pour que l'alimentation française perdure au bénéfice de tous, il est indispensable que les entreprises puissent dégager des marges. C'est une nécessité pour rémunérer les agriculteurs, valoriser le travail des salariés, mais aussi pour investir, conduire les transitions, décarboner les activités, moderniser les usines. L'alimentation ne peut plus être la variable d'ajustement du budget des ménages. L'alimentation a un prix et ce prix doit être payé. Nous avons donc besoin que nos consommateurs et citoyens comprennent nos activités de production et de transformation et fassent le lien entre le contenu de leurs assiettes en comprenant que l'un ne va pas sans l'autre. Pour continuer à manger français, l'engagement des Français doit donc être double. Accepter de payer le juste prix de l'alimentation pour que chacun puisse vivre de son métier et comprendre que manger français demain est indissociable de fermes et d'usines dans leur territoire, à côté de chez eux. Ce pacte avec la société civile, nous le travaillerons tout au long de l'année 2023 avec notre comité des parties prenantes que nous avons mis en place cet automne. Outre les distributeurs et les citoyens, nous avons aussi besoin que les décideurs publics s'engagent davantage. Comment ?
En facilitant notre capacité à produire plus, à produire mieux et durable, avec des politiques publiques cohérentes, pragmatiques et en soutien de nos activités sur tous les maillons de la chaîne. À cet égard, les difficultés rencontrées aujourd'hui face au parti pris de l'autorité de la concurrence dans la consolidation des entreprises de notre secteur est un handicap majeur à la compétitivité de nos activités et même à leur pérennité. Nous avons donc besoin d'en faire évoluer les règles si nous voulons réussir. La cohérence et le pragmatisme doivent d'ailleurs s'inscrire tant au niveau français qu'au niveau européen. Les distorsions de concurrence avec les autres États membres que nous subissons depuis des années, et plus récemment avec les impacts de nos factures énergétiques, ne font que gréver inexorablement notre compétitivité. Que faisons-nous pour cesser de creuser l'écart entre Européens? Une situation qui met à mal le marché unique et nuit aux intérêts de la France. Nous pouvons nous inquiéter des décisions protectionnistes de certains pays tiers. Nous pouvons déplorer leur parti pris. Mais la vraie question est, que faisons-nous au niveau européen pour être plus forts ensemble? Que faisons-nous pour assurer un équilibre du rapport de force avec les États-Unis, la Chine, la Russie, bientôt l'Inde? Que faisons-nous de l'Europe dont nous avons besoin plus que jamais? Le risque, aujourd'hui, est de perdre tout simplement, si j'ose dire, nos capacités productives à l'image de notre industrie textile il y a 40 ans. Nous avons besoin de filières fortes, productives, en France et en cohérence avec l'Europe pour assurer notre souveraineté, mais aussi pour répondre aux attentes de tous les marchés, y compris l'export. Assurer l'avenir passe aussi par l'engagement des pouvoirs publics sur le partenariat public-privé, plus fluide et efficace, que ce soit pour investir à la hauteur des enjeux de transformation ou pour permettre une recherche dynamique, innovante et adaptée aux besoins de notre nouvelle France alimentaire. Ce partenariat public-privé doit aussi révéler toute sa pertinence sur la question de la formation. Et je m'arrête là un instant pour souligner l'importance stratégique de ce sujet. Benoît Bonnemé, que je remercie à nouveau de sa présence, nous l'a exposé tout à l'heure. Nous avons besoin de jeunes dans nos filières et nos entreprises. Beaucoup de jeunes, si nous voulons poursuivre nos activités et répondre aux défis futurs. Des jeunes qui soient formés et dont les compétences répondent aux besoins des entreprises. C'est un enjeu fort, Monsieur le ministre, de la loi d'orientation que vous portez avec conviction et détermination. Et il y a urgence à avoir là une approche globale du sujet. Assurer demain, c'est assurer nos capacités productives. Nous ne le dirons jamais assez. Au-delà de l'installation, il s'agit d'accompagner des parcours économiques réussis au sein de filières organisées et compétitives. J'insiste, un pacte implique un engagement réciproque, des engagements de chacun de nous, l'engagement de nos clients, de la société et des pouvoirs publics à l'égard de nos forces productives, nous venons de le voir. Mais aussi, bien sûr, notre engagement, celui des coopératives à travers les 4 axes prioritaires que j'ai partagés tout à l'heure, décarboner, être plus agile, optimiser nos flux logistiques et développer notre attractivité. Pour accompagner ces transformations sur toute la chaîne alimentaire, les 9500 conseillers des coopératives agricoles sont engagés au quotidien auprès des agriculteurs. Ils font évoluer les modes de production, mettent en place les meilleures solutions alternatives en matière de biodiversité, tout en accompagnant la viabilité économique des filières. Côté industriel, nous sommes en ordre de marche pour transformer nos chaînes de production et nos usines. C'est donc bien une démarche globale et collective, et je veux saluer l'engagement au quotidien de tous les agriculteurs et tous les salariés de notre tissu coopératif. L'enjeu est immense. Nous sommes au rendez-vous. Tous ensemble, nous devons assurer le présent, régler les urgences et bâtir l'avenir. Tous ensemble, nous avons maintenant à fonder notre pacte pour la souveraineté alimentaire. Monsieur le ministre, vous n'êtes pas seulement le ministre de l'Agriculture, vous avez aussi choisi d'être celui de la souveraineté alimentaire et je m'en réjouis. Cette double compétence
va nous permettre de ne plus dissocier les enjeux agricoles de ceux de la chaîne alimentaire. Vous allez, j'en suis sûr, nous donner les moyens d'adapter notre agriculture et de faire comprendre et accepter à tous les impératifs qui nous attendent. Il s'agit bien d'un choix d'avenir, politique et stratégique, économique, environnemental et sociétal. N'oublions jamais que la souveraineté alimentaire ne se fera qu'à partir de nos territoires, au cœur de nos territoires, en résonance avec le monde et ses évolutions. Monsieur le ministre, pour être à la hauteur de tous ces enjeux et bâtir la nouvelle France alimentaire, nous n'avons qu'un seul choix possible. Relever ensemble ce défi. Je vous remercie. Monsieur le Président, cher Dominique Chargé, Madame la Présidente de la FNSEA, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les présidents, directeurs généraux, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de m'exprimer devant vous au premier chef parce que je crois à l'essence du modèle coopératif. Modèle coopératif agricole, mais modèle coopératif tout court, et ce sera sans doute l'un de mes mots de conclusion, mais comme je n'en suis qu'à l'introduction, j'en reste là, mais je pense que c'est une chance, c'est un modèle très spécifique, un modèle assez spécifique de la France, et c'est une chance que de disposer d'un modèle coopératif diversifié et au fond, de ce point de vue-là, assez résilient. Un modèle créé par et pour les agriculteurs, ça permet de remettre les hommes et les femmes au cœur des projets de nos coopératives. Il nous faut assurer aux générations futures les moyens de leur subsistance et garantir aujourd'hui la pérennité des moyens de production. C'est pour notre pays, pour chacun de nos concitoyens, un enjeu majeur, un enjeu de sécurité et de souveraineté alimentaire. Le modèle coopératif est profondément pour moi un modèle de solution permettant de mutualiser les risques, de diffuser les innovations et bien sûr de créer de la valeur au profit de toute la chaîne alimentaire et en particulier des agriculteurs.